Caroline Pindel, je suis journaliste basée à Marseille et je suis ravie de vous accueillir dans Cité Radieuse. Alors Cité Radieuse, c'est quoi ? Une rencontre, une conversation avec des personnes venant d'horizons très divers mais qui ont en commun de faire rayonner une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, arlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste, parfois seulement. Aujourd'hui, mon invité est Philippe Écharoux, photographe, portraitiste, artiste engagé et promoteur du street art 2.0. Avec Philippe, on se connaît depuis plusieurs années, je suis son parcours, j'adore son travail, son engagement pour la nature et le regard qu'il porte sur le monde. Philippe est un Marseillais qui s'exporte, mais qui n'oublie pas d'où il vient. Cette année, il posera à nouveau ses projecteurs à Marseille pour un projet encore secret, mais que l'on attend déjà impatiemment. Ensemble, nous sommes revenus sur ses débuts, ses réalisations en Amazonie au cœur d'une tribu, à New York, son travail sur les déchets à Los Angeles, ses projets, ses envies. Je vous laisse découvrir notre conversation. Philippe, bonjour. Bonjour. Alors j'ai pour habitude de débuter ce podcast en demandant à mon invité comment il se définit à l'instant T. Bonne question. Comment je me définis ? Je me définis, je dirais, comme une personne curieuse et qui n'a pas forcément peur de se lancer, d'essayer, d'échouer et de recommencer. À l'instant T, c'est ça. Alors aujourd'hui, je reçois le photographe, portraitiste, artiste engagé, promoteur du street art 2.0. On va y revenir longuement, évidemment. Mais j'aimerais que tu nous racontes la genèse de tout cela. D'où viens-tu, Philippe ? Alors, je viens de Marseille. Je suis né à l'hôpital Saint-Joseph et j'ai grandi dans le quartier de la Croix-Rouge, à Château-Gombert. Je fais mes études ici, au lycée Lacordaire, puis au lycée Artaud. Et j'ai plutôt usé les bancs de la salle d'escalade que ceux de la fac et même ceux du lycée parce que je finissais par plus trop y aller à la fin, même si j'ai eu mon bac. Donc j'ai grandi dans le monde de l'escalade, donc on va dire dans le monde sportif, entouré de gens qui avaient des parcours assez exceptionnels et qui étaient extrêmement modestes. Et ça m'a beaucoup aidé à grandir et ça a forgé un peu qui je suis aujourd'hui. C'est un monde avec lequel je suis toujours en lien et je passe beaucoup de temps dans ce milieu-là. Ensuite, j'ai fait pas mal de kitesurf, au début du kitesurf, donc on en revient au côté curieux. Toujours à la débrouille, parce que j'avais pas forcément les moyens de me payer beaucoup de matériel, des choses comme ça, donc c'est toujours de la débrouille. Après, je me suis dit qu'il fallait que je trouve un vrai boulot, donc j'ai passé un diplôme d'éducateur spécialisé, travailleur social, que j'ai eu en 3 ans en apprentissage. Je travaillais à une maison d'enfants qui s'appelle le Mas-Joyeux, qui était à Saint-Loup. Donc c'était une chouette expérience, j'ai adoré ça. Mais j'ai commencé la photo complètement par curiosité aussi en même temps. Et vu que la photo commençait à marcher, je me suis laissé une chance. C'est comme ça que j'en suis arrivé où j'en suis aujourd'hui. Ton entourage l'a pris comment à l'époque ? Non, j'ai la chance d'avoir des parents qui étaient relativement ouverts, c'est-à-dire que quelque part j'aurais pas forcément laissé le choix. Quand t'as 16-17 ans que tu leur dis moi j'ai pas envie d'aller en cours, je vais faire de l'escalade, ils sont pas d'accord, mais vu que toi tu fais quand même ça, au bout d'un moment ils acceptent. Et ça a toujours été un peu ça, j'ai quand même fait une fac de sport mais j'allais pas plus que ça parce que j'essayais de développer le kite à l'époque. Du coup j'ai toujours été un peu entre le côté classique pour faire plaisir à mes parents et ce qui m'inspirait vraiment moi à côté quoi. Du coup tu n'as jamais exercé le métier d'éducateur spécialisé ? J'ai mon diplôme, mais non. Après, je l'ai pratiqué pendant 3 ans en apprentissage, puisque tu es sur le terrain, donc t'es pas à l'école, donc tu pratiques. Dès la première minute où tu passes la porte du truc, tu pratiques. Mais non, j'ai pas pratiqué officiellement avec mon diplôme, puisque j'ai bifurqué sur la photo à ce moment-là. En fait, j'avais eu mes premiers clients quand j'étais encore éducateur. C'était Nitro, une marque de snowboard, par mon réseau, on va dire, des sports de pleine nature et sports extrêmes. Et du coup, j'ai eu un contrat avec ce client-là, ça m'a fait voyager, et tu rencontres du monde, ça se développe, à toi de créer tes projets perso, c'est quand même l'essentiel, donc créer sans forcément savoir ce que tu vas avoir après, et ça se développe comme ça, donc à tâtons. Photo classique, photo de pub, portrait, avec des humains tout de suite, parce que je viens d'un milieu, comme on dit, travailleur social, donc tu te retrouves à faire aujourd'hui du street art, qui est mettre des messages dans la rue, et faire des portraits, donc c'est en pur lien. Et mettre des portraits ou des phrases dans la nature, c'est en lien avec mon passif de sport de pleine nature. Oui, ça c'est vraiment un fil rouge, l'humain et la planète aussi, toujours au cœur de tes projets. Alors il y a eu un premier acte fort, artistiquement parlant, je dirais, à Marseille. C'est la projection de la photo d'un des plus célèbres Marseillais, Zinedine Zidane, sur le mur de la Corniche, que beaucoup de Marseillais appellent encore le mur de Zidane d'ailleurs. Alors tu as projeté sans prévenir, et du coup pendant quelques jours tout le monde se demandait qui avait fait ça. Je fais partie de ces gens-là. Je t'ai cherché beaucoup. Est-ce que ça t'a effleuré l'esprit de la jouer un peu comme Banksy et de rester anonyme ? Non, en fait, pas vraiment. Moi, j'ai pris le parti pris de dire je viens pas du tout du monde de l'art,
Et je me suis dit, le street art a ses codes, les gens ont des pseudos, ils laissent une trace qui est forcément indélébile, ce que j'adore personnellement. Mais je me suis dit, quitte à te lancer dans ce monde-là, essaie de le faire à ta manière et prends un contre-pied de ce qui existe. C'est-à-dire ne prends pas de pseudo, donc fais ça en ton nom, si quelqu'un n'est pas content, il peut te trouver facilement et discuter avec toi. Et vu que c'est un art qui est là pour perdurer, puisqu'on met sa trace sur un mur, quoi qu'on dise, je me suis dit, prends un contre-pied de ça et fais quelque chose qui est éphémère. Cette projection de Zidane, c'était en fait pour lancer ce projet qui s'appelait à l'époque Painting with Lies mais qui est devenu du street art 2.0 avec le temps. Ça m'a permis de lancer ce projet en disant on a remis Zidane sur la corniche un soir puisque ça le permettait, puisque ça pouvait être éphémère. Et c'est pas que ça, c'est aussi le projet d'un artiste qui lance une nouvelle manière de faire du street art. Alors pourquoi Zidane ? Pourquoi Zidane ? Parce que je trouvais le clin d'œil sympa avec cet art-là, du coup avec la projection, de pouvoir le remettre. C'était la seule manière de pouvoir le remettre, sinon il fallait remettre une pub ou une photo, beaucoup plus compliqué. Et du coup ça illustrait bien ce que cette manière de faire de l'art pouvait amener, des choses qui ne se font pas d'habitude. Tu lui en as parlé ? Tu l'as... Bien sûr, en fait on a été photographier à Madrid pour ça. Je projette que des gens que je photographie ou des choses que j'écris. Du coup si je devais projeter Zidane, c'était un portrait de moi que j'allais lui faire en fait. Donc je l'ai démarché, et par chance il était d'accord, en lui expliquant que c'était tout un projet d'art, il y avait Akhenaton dedans, il y avait aussi Bosso et surtout plein de Marseillais anonymes, et de dire vous allez être le lancement de ce projet-là, et moi je trouve que c'est un clin d'œil sympa de vous remettre sur ce virage un soir quoi. Qu'est-ce qu'il en pensait ? C'est quelqu'un de pudique, donc s'il a accepté c'est qu'il était pour forcément, et j'ai eu un texto qui m'a remercié, ça veut dire que ça lui a fait plaisir, que ça le touche, parce que même s'il n'est pas forcément ancré dans la ville puisqu'il vit pas là ou quoi, il reste un Marseillais. Alors ensuite, les projets se sont enchaînés. Tu donnes l'impression de t'engager un peu plus chaque fois, je le disais tout à l'heure, pour la planète principalement. Parle-nous de tes aventures en Amazonie, à Los Angeles, à New York. Ouais, alors du coup, on a sorti ce projet-là, ça a été vu dans plein de pays, donc on a été vite sollicité. Mais je mets quand même des garde-fous entre... Quand je reçois des sollicitations, je suis toujours relativement froid. Je suis pas forcément pour. Après, ça se décante et selon les projets, on les accepte. Mais mon fer de lance, c'est les propres projets que je crée moi, c'est-à-dire que c'est moi qui ai l'idée, c'est moi qui l'amène à bien. Quand on faisait nos expérimentations, on a commencé à projeter sur des arbres. On s'est dit que c'était intéressant parce qu'avec le vent de chez nous, ça bouge. Il y a quelque chose une dimension qui était intéressante, au-delà des murs. Et je me suis dit qu'il y a des arbres qui sont ultra connus et ultra en danger, la forêt amazonienne, et qu'il fallait essayer de faire quelque chose là-bas. Le projet Amazonia est né de là. Après, entre cette idée-là et la réalisation, il se passe 2 ans, parce qu'il faut réussir à rentrer en contact avec une tribu, trouver les moyens financiers et aussi comment tu fais pour y aller et comment tu gères le matériel quand il y a 98% de taux d'humidité, etc. Enfin, plein de problématiques. Tu mets 2 ans à les résoudre et tu te retrouves parachuté 7 jours dans une tribu d'Indiens qui parlent pas ta langue et tu crées quelque chose avec eux en fait. C'est une rencontre. Alors raconte-nous évidemment déjà comment tu les as contactés, trouvés, Alors, je les ai comment ça s'est passé. Rencontrés par une association suisse qui s'appelle Aquaverde qui travaille avec le peuple surui. Donc c'est un mec qui s'appelle Thomas Pizer. C'est ce gars-là que j'ai rencontré qui a soumis mon projet au chef, donc ça prend du temps parce qu'il y a plein de tas. Le chef a accepté, ensuite tu te dis ok il faut trouver du budget, il faut que je réunisse une équipe et après tu pars et quand tu es là-bas c'est que du bonheur, en fait, c'est une rencontre. C'est du boulot parce que tu es là pour sortir quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose à montrer à monsieur tout le monde. Mais c'est avant tout une rencontre et une expérience humaine qui est géniale. Enfin, je conseille à tout le monde de faire ça, d'aller visiter ce lieu. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, les gens de cette tribu justement ? Ils comptaient sur toi pour faire passer un message ? Oui, après c'est une responsabilité, c'est-à-dire qu'ils t'acceptent. Pour eux c'est compliqué d'accepter les occidentaux parce que les gens différents d'eux sont ceux qui déforestent. Ils comprennent pas forcément ce qu'est la France, ou c'est abstrait. Tu vis dans une forêt, c'est un microcosme. Donc le monde, tu as conscience qu'il y a un monde, mais c'est flou. Du coup, qu'est-ce qui te différencie toi du Brésilien qui vient avec son Caterpillar déforesté ? Mais après, quand tu vas là-bas, tu captes que tu as la responsabilité de faire parler de leur cause. Et que s'ils t'acceptent, c'est parce que tu es un ambassadeur de ça. Et c'est ce que j'ai mis en avant dans la communication du projet. C'était, oui, c'est un projet d'art, mais on défend la cause surui et amazonienne en général, quoi. Le grand écart après, tu pars à New York ? Ouais, ensuite on a fait, j'avais fait Cuba avant, qui était un peu plus politique, un peu différent, mais la vraie suite du projet Amazonia était à New York, pour montrer que l'homme occidental a construit des choses qui sont encore plus hautes que les arbres, ce qui pour les Indiens est complètement aberrant et improbable, hein. Le plus haut point que tu vois dans une forêt c'est un arbre, mais à New York tu vois des gratte-ciel, qui est le symbole de notre société quelque part, enfin, une expansion folle, il y a tellement plus de place qu'on l'a fait vers le ciel, et du coup je trouvais ça intéressant d'utiliser ce symbole-là en disant qu'à Central Park, oui il y a de la nature, mais elle est dans un rectangle qui est parfaitement défini, donc il n'y a rien de naturel là-dedans. Et derrière, tu as quelque chose construit par l'homme qui se veut encore plus gros que la nature.
Alors c'est le même principe, tu photographies les gens Toujours des dans la locaux. rue. Ouais. Alors ça aussi, ça m'intéresse. Comment ça se passe? Les gens se laissent photographier comme ça? Tu leur présentes le projet? Ouais, Comment... en fait ça dépend des lieux. C'est-à-dire typiquement à Cuba, les gens sont très contents qu'on s'intéresse à eux. En Amazonie, bon, tu vis avec eux, donc une fois que tu en as photographié 2 ou 3, bah, ça devient l'animation dans le village et bon, c'est plus rigolo que artistique au final, enfin, c'est une animation. Parce qu'ils connaissent pas ça en fait, donc c'est nouveau. Après à New York c'est l'inverse, c'est comme chez nous. Tu vas te prendre 40 noms pour une personne qui est d'accord parce que les gens sont pressés, ça leur fait peur, c'est quoi les droits, ça va être vendu, qu'est-ce que c'est. Donc là tu as un petit iPad avec une vidéo et tu prends le temps d'expliquer à chaque personne, qu'elle te dise oui, qu'elle te dise non. On passe généralement 2 à 3 jours à avoir 40 personnes à photographier. Et après, bah, selon la tête des gens, selon leur humeur, selon sur quel arbre on va les mettre, on a un panel de gens. On leur dit, on vous photographie, on ne vous garantit pas que vous serez dans le projet final. On a juste ce panel. Et après, ben, quand j'ai les œuvres finales avec les gens, moi je leur envoie par mail, juste qu'ils soient au courant. Je leur demande pas qu'ils les valident, parce qu'après c'est devenu une œuvre. Mais je leur fais signer un truc en disant que ça va être vendu comme œuvre d'art. Je suis transparent en fait. Oui, parce qu'en fait, tu projettes et tu Ouais. prends en photo la projection. Ouais, en fait, c'est ça, pour bien l'expliquer. l'œuvre elle est double. Ouais. C'est avant tout une œuvre, c'est une installation. Donc c'est une projection de quelque chose qui est projeté sur un support, donc soit un portrait, soit une phrase. Le support il peut être vaste, hein, ça peut être un mur, un arbre, enfin il y en a plein. Ça c'est éphémère puisque ça reste le temps qu'on laisse le projecteur. Et pour l'immortaliser et pour le partager, au début on le prenait en photo pour le montrer aux potes. Et après on s'est dit mais ça c'est intéressant parce que l'œuvre c'est aussi ça, elle circule. Et ce qui est intéressant c'est que des fois c'est plus sympa à voir en vrai qu'en photo, et des fois c'est plus sympa en photo qu'en vrai. Donc là il n'y a pas de règle. Et c'est très dur à anticiper ça. Alors on reste aux États-Unis, on part à Los Angeles, où là tu as fait un travail un petit peu différent, tu as travaillé Ouais. sur les déchets. Ouais. Raconte-nous ça. Alors en fait, j'ai un vrai besoin de me renouveler à chaque fois. C'est-à-dire que faire des projections sur les arbres ou sur les murs, ça me plaît. Mais si je fais pas des choses qui sont un peu nouvelles, je m'ennuie et j'ai l'impression de faire du réchauffé et ça me gêne. D'où le fait de sortir peu de projets mais d'essayer de faire des choses impactantes. Et à Los Angeles, on s'est dit, il faut faire quelque chose sur les déchets parce que c'est aussi un fléau écologique. Et on s'est baladé comme des touristes. On a ramassé ce qu'on trouvait comme déchets. C'était principalement tout ce qui est lié à la junk food et beaucoup de tickets de loterie. Et après, on a regroupé ces déchets, on les a pendus avec du fil de pêche dans le vide. Et comme à New York, on a photographié des gens dans la rue, même principe en expliquant, sauf que là, on n'avait rien à montrer puisqu'on l'avait pas fait. Donc c'était compliqué à expliquer, c'est un peu abstrait. Et donc, il faut imaginer des déchets qui pendent dans le vide avec du fil de pêche, donc une sorte d'amas de déchets de 1 mètre sur 1 mètre ou un peu plus gros. Et après, on projetait des visages de gens du coin sur ces déchets-là, de façon à ce que l'œuvre finale soit, encore une fois, quand tu le vois en vrai, c'est joli parce que le visage avec le vent il apparaît et disparaît, puis c'est des déchets qui sont pas attachés les uns aux autres. Mais l'œuvre finale, moi je voulais que les gens voient une belle photo d'un visage qui flotte dans l'air, parce qu'avec la projection tu vois pas forcément que c'est des déchets au premier regard, c'est fait exprès. Et quand tu regardes de plus près, c'est des photos qu'on tire quand même assez gros, tu vois que c'est une boîte de McDo ou tel truc. Du coup je trouvais ça intéressant que ça interpelle de cette manière-là. Et du coup, cette aventure, il y a le site internet Ouais, alors en After fait, the Dream. c'est ça. C'était qu'une excuse pour dire regardez, on prend des déchets, on s'amuse quelque part avec, mais en tout cas, on les ramasse. Parce que ces trucs-là qui étaient sur le bord du trottoir, ils ont fini dans une vraie poubelle, triée. Et du coup, on a lancé une initiative qui s'appelle After the Dream, qui était en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et qui a été repris dans plus de 300 écoles aujourd'hui, qui continue. Et il y a un site, afterthedream.org, où les gens, plutôt les enfants, peuvent envoyer des petites sculptures ou des œuvres qu'ils font avec les déchets. D'accord, donc là tu incites les gens à ramasser des déchets, Exactement. à prendre conscience de ce vrai fléau. Ils le savent en fait, mais à le faire. Surtout à le faire, ouais. À le faire, ça marche à fond, je crois. Alors vous en êtes à combien? Plus de 50 000 déchets Ouais, ramassés? et le compte, il faut qu'on le mette à jour, ouais. Donc tout ça, on peut le voir sur le site afterthedream.org. C'est ça, exactement. Et au final, c'est juste une bonne excuse pour qu'ils les ramassent. Alors tes portraits, donc à la base, parce que quand même ça reste une de tes spécialités, sont assez fascinants. Tu as un style vraiment à toi qu'on reconnaît. Tu donnes d'ailleurs des cours Ouais. pour former De les temps en temps, amateurs de quelques photos. fois Oui. par an, ouais. C'est quoi ton style? Comment tu le définirais? Aucune idée. En fait, je sais pas si j'ai un style, c'est juste tu fais ce que t'es en fait, tu choisis pas. Tu sais faire autre chose parce que t'as appris un bagage technique, mais ce que tu fais à l'instinct, c'est comme je vais te dire, tu donnes des instruments de musique à un mec, un va faire du rap, un va faire du rock, un va faire du jazz parce que c'est ce qu'ils sont. Ou un va faire un truc qui n'existe pas, il va inventer un truc. La photo, n'importe quel art est pareil, la cuisine, enfin tout, tu vas donner 3 carottes à un mec, ils vont faire des choses différentes. Du coup, je fais des portraits qui sont ce que je suis avec mon histoire. Et je sais que j'ai une approche qui m'est très personnelle, c'est de faire des portraits très vite. Souvent ça dure moins d'1 minute, sauf pour des pubs parce que il faut que ça prenne du temps, il faut que ça soit gros. On va dire des portraits pour des projets à moi durent très peu de temps parce que j'ai le parti pris que je dois pas réfléchir et que la personne en face doit pas réfléchir non plus. Donc il faut que ça soit du tac au tac et de l'instinct.
c'est peut-être une des bases qui fait que ça rend ça. Tu en vis aujourd'hui de ton art ? Complètement. Ça, c'est une vraie satisfaction, j'imagine. T'es encore jeune. Je sais pas si c'est une satisfaction, mais c'est dur à dire en fait, je me pose pas la question. C'est ce que c'est, tant que ça dure, tant mieux, mais par contre là où je suis assez satisfait, c'est que je vis aujourd'hui 95% de l'art. Je fais quasiment plus de pub. Pas que ça me plaît pas, mais c'est que je trouve ça plus intéressant de mener tes propres projets, c'est ce qui restera, enfin, c'est plus gratifiant et plus intéressant. On fait quelques campagnes, on fait des trucs caritatifs, bon ça c'est encore autre chose, mais je vis des projets que je crée, des idées que je crée en fait. Alors tu peux d'ailleurs nous en révéler quelques-uns, tes futurs projets ou pas du tout? En fait non, j'en parle jamais, mais c'est pas par pudeur ou par, pas pour jouer les mystérieux, c'est juste que je veux pas que les gens se fassent des idées. Si on annonce un projet, les gens vont se faire une idée et ils sont forcément déçus. Du coup, je préfère passer du temps à travailler, à charbonner sans qu'on le voit en fait. Il y a beaucoup de parts de coulisses qu'on voit pas, et qu'on sorte un projet, que ça inspire au possible des gens, c'est mon but ultime en fait. Si tu pousses des gens à se lancer dans ce qu'ils aiment, c'est gagné. Alors sans trop dévoiler, est-ce que tu peux juste nous dire si Marseille sera au cœur d'un projet à venir, comme ça l'a été lors de la capitale européenne du sport en 2017 et à d'autres moments? Oui, en fait, je suis quelqu'un qui suis vraiment attaché à Marseille, comme beaucoup de Marseillais, et si je fais des projets à l'étranger, parce qu'il faut en faire, parce que c'est bien de s'exporter, parce qu'il y a des causes à défendre partout, j'essaie toujours de garder un fil rouge, de faire des projets au possible à Marseille, et j'espère en faire plusieurs cette année. Parmi les personnalités que tu as shootées, est-ce qu'il y en a une qui t'a particulièrement impressionné? Impressionné, non. Ou marqué? Non, parce que souvent, t'as pas forcément beaucoup d'échanges avec les gens, et t'es tellement dans le fait de faire des photos avec eux, que t'es dans autre chose qu'une rencontre, si tu bois pas un café avec eux. Non, je dirais, j'ai pas un souvenir particulier, ouais. Tu peux nous donner quelques noms peut-être? Typiquement, Zizou quoi. Là, c'était un peu particulier, c'était pour un projet qui m'était personnel, que j'avais pas encore lancé, donc c'est pas pareil que shooter un Mathieu Kassovitz pour une pub Canal, c'est très différent. Mais j'ai shooté beaucoup de rugbyman parce qu'on a fait un livre sur le rugby, donc j'ai shooté 600 personnes, monde que je connaissais pas du tout. Là où c'était intéressant, c'était pas forcément la rencontre humaine, mais c'était l'histoire qu'elle racontait. C'était rigolo d'entendre l'histoire d'un milieu que tu connais pas et que t'apprends à découvrir, et qu'à la fin, après avoir shooté 600 gars, tu deviens une bible du truc parce que t'as appris des anecdotes de machin, un truc. En fait, j'ai une très mauvaise mémoire sur ce que j'ai fait, donc je sais même plus qui j'ai photographié. À Marseille, il y a eu Bosso, il y a eu Akhenaton. Bosso qui a participé à mon projet de lancement, Akhenaton aussi, je les remercie tous les deux. Je voulais montrer différents aspects de la culture marseillaise, un peu cliché, le foot, l'humour, le rap, je trouve ça un clin d'œil sympa. Nathalie Simon, qui est devenue une personne que je considère comme une amie. Fabien Gillot à l'époque. Fabien Gillot, oui, beaucoup de nageurs aussi. Mais ouais, j'oublie vraiment ce que je fais, mais c'est très bien. Nous, ça nous marque, c'est le principal. Je pars du principe que ce qui est fait et on regarde devant. Ouais. Et je crois en plus que tu aimes aussi particulièrement shooter des anonymes en fait. Complètement, c'est ce qui me plaît le plus. Et pour moi, le fait d'avoir shooté des gens connus ne fait qu'apporter au fait de shooter des anonymes. Parce que le visage raconte toujours quelque chose. Ouais, puis parce qu'il n'y a pas les mêmes enjeux. Alors pour finir, un questionnaire en forme de déclaration d'amour à Marseille. Si Marseille était une image, en fait, je dirais un virage du stade Vélodrome pour le côté cosmopolitain que ça a et cette ferveur et cette communion. Si Marseille était une chanson? Alors ça, j'ai pas mal réfléchi, mais je me disais, en fait, c'est pas une chanson. Je dirais que un album comme L'école du micro d'argent, qui a bercé pour moi mon adolescence, te crée une identité de Marseillais. Quand t'es un ado et que tu voyages avec tes parents, que tu pars en vacances à droite à gauche, tu te rends compte que d'autres personnes écoutent ça, mais que toi tu l'écoutes d'une manière différente parce que t'es Marseillais. Donc je dirais pas que c'est une chanson, c'est une époque, ce que transpiraient ces albums-là. Si Marseille était un film? Je dirais Les Collègues. Et ton expression ou juron préférée? Préférée? Parce que la plupart des gens ne comprennent pas ce que ça veut dire, et j'adore cette expression, je la trouve tellement drôle. Habituellement, j'invite mes invités à traduire, entre guillemets. Nous, on va en rester là. C'est intraduisible. Merci beaucoup Philippe. Merci. Salut. Voilà, c'est fini. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me faire vos feedbacks et à laisser des commentaires sous l'épisode. Un simple avis 5 étoiles serait déjà précieux pour moi. Pour me contacter, c'est simple, sur Twitter, Caro Bindel, sur Instagram, cité.radieuse.podcast. Salut, à la prochaine fois.